À gauche, une montagne escarpée, un village perché, et en contrebas dans le lointain une petite ville. Au centre, une étendue d'eau, estuaire ou golfe marin. Au milieu de la baie, un promontoire boisé et une cascade. Au loin, une chaîne de montagnes élevées. À droite, les frondaisons de plusieurs grands arbres, hêtres ou chênes. Le buste d'une Vénus souriante. Autour du terme, un rosier grimpant et un volubilis. Accroché par un ruban rose, un arc, un carquois contenant des flèches, une peau de panthère. Un enfant est assis sur un autre carquois. Il tire par la robe une jeune femme assise sur un banc. Un premier couple, l'homme accroupi murmure à l'oreille de la femme assise. Un deuxième couple, l'homme aide sa compagne à se relever. Un troisième couple, la jeune femme jette un regard en arrière et se laisse entraîner par son compagnon. Un petit chien les précède. En contrebas, derrière le talus, trois couples enlacés ou se tenant par le bras. Au bord de l'eau, encore deux couples arrêtés le long d'une barque. Un homme a posé le pied sur le plat-bord et tend la main vers sa compagne. La figure de proue, dorée, est une sorte de sirène ailée et coiffée d'une coquille marine. Au-dessus, une autre statue dorée, un faune musclé tenant à bout de bras un arceau orné d'une guirlande de pampres et de roses. L'arceau soutient un baldaquin rideau rouge. Deux nautonniers nus, debout, retiennent l'embarcation contre la rive en appuyant sur leur perche. Des amours nus et ailés, portant arc et torche, s'envolent vers le ciel. Antoine Watteau, né à Valenciennes, a fait son apprentissage dans plusieurs ateliers. D'abord dans sa ville natale, puis à Paris. Du décor de théâtre aux images pieuses, sa formation est éclectique. En 1712, il a 28 ans, Watteau se présente à l'Académie royale de peinture, où son talent le fait agréer aussitôt. Selon l'usage, il doit réaliser un ouvrage de réception. Le choix du sujet lui est laissé. L'Académie rappelle plusieurs fois le peintre à l'ordre. Watteau ne livrera son tableau que le 28 août 1717. Le sieur Antoine Watteau a fait apporter le tableau qui avait été ordonné représentant le pèlerinage à l'île de Cythère. Mais le secrétaire de la Réunion a barré le titre et l'a remplacé par « Une fête galante », modification qui traduit peut-être l'embarras des académiciens à classer le sujet. L'acceptation d'un titre mythologique aurait en effet donné à Watteau le rang le plus élevé, celui de peintre d'histoire. Un ou 2 ans plus tard, Watteau peint une réplique du tableau, sans doute pour Jean de Julienne, principal collectionneur et protecteur du peintre. La gravure, réalisée par Tardieu à partir du second tableau et intitulée « L'embarquement pour Cythère », rendra le thème populaire dans toute l'Europe. Elle contribuera aussi à la confusion entre les deux tableaux, personne ne s'avisant alors d'en relever les différences. L'embarquement est acquis vers le milieu du siècle par le roi de Prusse, Frédéric le Grand. Il appartient aujourd'hui à la ville de Berlin. Quant au premier tableau,
Il reste dans les salles de l'Académie au Louvre jusqu'à la Révolution française. En 1793, les collections de l'Académie sont confisquées puis données au musée du Louvre. Le tableau est alors couramment désigné comme l'embarquement pour l'île de Cythère. Il gardera ce titre plus d'un siècle et demi avant de reprendre son vrai titre. Watteau meurt 4 ans après le pèlerinage, à 37 ans. Au cours de sa courte carrière, il fut un célèbre dessinateur et un décorateur recherché. Quelques années après sa mort, son ami Jean de Julienne fait graver et rassembler en 2 volumes ses dessins. Plus tard, il fait aussi graver toutes ses peintures. Plusieurs tableaux aujourd'hui disparus sont connus grâce au recueil Julienne. Watteau remplissait des carnets de dessins croqués sur le vif. Pour composer ces tableaux, il y puisait ensuite personnages, costumes ou éléments de décor. Le pèlerinage est ainsi né de la juxtaposition de plusieurs dessins. D'autres dessins témoignent du passage du pèlerinage à l'embarquement. Watteau copiait aussi des gestes ou des visages chez les peintres qu'il aimait. Ainsi pour les personnages d'un tableau de Véronèse. Les 2 notonniers sont inspirés par La pêche miraculeuse de Rubens, que Watteau a pu connaître par une gravure. Le tableau mesure 1,94 m sur 1,29 m. Il est peint sur une toile de chanvre de grosseur moyenne, au grain apparent et au tissage irrégulier. Les fonds rouges sont à la mode à l'époque. Pourtant la toile a été enduite d'une préparation blanche. Ce fond très apparent réfléchit la lumière sur toute la surface du tableau. Les personnages et les détails de la partie centrale ont été dessinés au pinceau avec un pigment gris. Personnages et vêtements, d'abord exécutés en pleine pâte, ont été parfois repris. Travaillant vite et sans trop se soucier des règles techniques, le peintre a voulu modifier certains détails. La couche superficielle a séché plus vite que la couche inférieure, trop grasse, provoquant la formation d'un réseau de craquelures prématurées. Visage, coiffure et costumes sont traités en petites touches légères, très souples, plus allusives que réalistes. Il y a plusieurs repentirs. Le bras d'un automnier avait une position plus élevée. De même, un petit amour a d'abord été peint de dos, derrière une des femmes. Peut-être la pousse-t-il. Ensuite, Watteau l'a recouvert et l'a peint de face un peu plus loin. Puis il l'a effacé à nouveau, et cette fois l'a peint flottant dans l'espace.
Ces repentirs sont aujourd'hui visibles, car les couches qui les recouvraient sont devenues plus translucides avec le temps. Souvent reverni, le tableau avait pris une teinte jaune-brun sombre. Les contrastes de couleurs avaient disparu. Le ciel n'offrait plus qu'une lumière crépusculaire. En 1984, à la veille de la grande exposition du tricentenaire de la naissance de Watteau, le pèlerinage a été restauré et le tableau a retrouvé une plus grande lisibilité. La scène que montre le tableau est entièrement contenue dans le cadre. Nous la voyons comme si, observateurs détachés du groupe, nous nous tenions sur une éminence surplombant le rivage. Nous dominons les personnages et notre vue s'étend très loin sur le plan d'eau. La position a été choisie afin de tirer le meilleur parti de tous les éléments du décor. Les arrière-plans sont bleutés selon les principes de la perspective atmosphérique. Et ce type de percée, qui creuse en profondeur les arrière-plans du tableau, Watteau l'emprunte à Bruegel ou à Léonard. De Léonard vient peut-être aussi cette façon de séparer le spectateur de la scène par la bordure abrupte d'une sorte de ravin sauvage. De Titien et des Vénitiens, cette organisation spatiale simple, par plans successifs bien délimités. Les masses qui bordent le paysage sont comme des décors de théâtre ancrés en coulisses. Dans le second tableau, le cadre est légèrement plus resserré sur les personnages. Le point de vue est différent, la vision moins plongeante. Les montagnes à peine perceptibles dans un brouillard doré sont situées plus bas dans le tableau. Les frondaisons s'étendent davantage vers la gauche du cadre. C'est encore aux Vénitiens que Watteau emprunte l'art de moduler une grande variété de tons à partir de quelques pigments seulement. Opposition, variation. Que font les personnages du tableau? Le titre, le pèlerinage à l'île de Cythère, peut signifier qu'ils s'apprêtent à partir pour l'île ou au contraire qu'ils y sont déjà. Dans le pèlerinage, la proue est tournée vers le rivage. La barque, propulsée par des perches, n'est donc affectée qu'à des déplacements en eau peu profonde. Dans l'embarquement, la poupe touche la rive, la proue est tournée vers le large. La barque est équipée d'un mât et de voiles et permet donc des traversées marines. Un buste de femme sur un socle s'achevant en gaine ou terme, ainsi nommé d'après les statues du dieu Terminus qui marquaient les bornes. Nous sommes peut-être à la frontière du territoire de Vénus. Mais le paysage du pèlerinage est ambigu. Le plan d'eau est étroit et refermé, ceint en partie de hautes montagnes. De même, dans l'île enchantée, Watteau montre un paysage refermé sur une pièce d'eau. Peut-être le peintre s'est-il inspiré des récits de voyage ou des cartes qui faisaient de Cythère une île aux côtes plus découpées et aux montagnes plus élevées que dans la réalité. L'île de Cythère, à l'époque sous le nom de Cérigo, est une colonie vénitienne. L'éclairage vient de la gauche, les ombres sont longues. Mais faute d'autres repères, il est impossible de dire s'il s'agit du petit matin ou du soir. De même, les arbres mêlent dans leur feuillage les couleurs du printemps à celles de l'automne. Les personnages ne participent pas à une action précise, mais pourtant soudés par une ligne arabesque, ils forment comme une guirlande, prolongeant les guirlandes de la statue et de la barque. La femme à l'éventail porte une robe de satin rose, serrée à la taille par un nœud et s'ouvrant sur la jupe du dessous de satin blanc. Ce type de robe volante est apparu à Paris en 1705. Plusieurs plis parallèles partent des épaules et s'épanouissent en cloche sur un jupon renforcé d'un panier. La seconde femme, au contraire, est vêtue d'un caraco à manches longues et manchettes de dentelle et d'une jupe de satin rayé.
Ce vêtement Renaissance est démodé, mais encore apprécié dans toutes les classes de la société car plus pratique. Plusieurs hommes du groupe portent eux aussi des costumes démodés, vestes courtes, culottes à crevés et rubans, petits souliers plats. Deux des hommes sont vêtus comme des gens du peuple. Des femmes qui les accompagnent ont des tenues de servantes ou de paysannes. Un homme porte un costume de satin moulant et une cape au drapé élégant. C'est la tenue de l'indifférent. Un de ses compagnons porte le costume de Mésétin, le valet aventurier et musicien de la Commedia dell'arte, le donneur de sérénade. Les comédiens italiens avaient été chassés de France pour avoir joué une pièce dans laquelle Madame de Maintenon avait cru être moquée. Watteau reprend souvent leurs costumes. Robe noble à la mode, robe démodée, tenue populaire, costume de théâtre. Il est difficile de définir le groupe représenté. La plupart des personnages portent un mantelet qui les protège des intempéries. C'est le camail, qui au XIXe siècle deviendra la pèlerine. Autres attributs, le bâton de pèlerin ou bourdon. Plusieurs gravures de Watteau précisent la silhouette de ces personnages, reconnaissables à d'autres signes encore. Au Moyen-Âge, les pèlerins arboraient des clés croisées s'ils allaient visiter Rome, des coquilles s'ils étaient en route pour Saint-Jacques-de-Compostelle. La coquille marque le pèlerin. Elle est l'insigne d'un parcours initiatique qui accumule guet-apens, détours, retours en arrière, rituels, miracles, peines et joies, exactement comme la quête amoureuse. Les pèlerins galants du pèlerinage arborent, eux, des cœurs percés de flèches. Et la coquille est présente à bord du navire. Mais cette fois, elle est ce qu'elle était dans l'Antiquité, le signe de Vénus. Aphrodite est la déesse grecque de l'amour. Elle deviendra Vénus chez les Romains. Le mythe raconte qu'elle est née de l'écume de la mer. Portée par les zéphyrs, elle aborde à l'île de Cythère avant de s'établir à Chypre. Chez Watteau, le nom de Cythère, les allusions à l'île d'amour et au pèlerinage reviennent souvent. L'île enchantée. Les jardins de Cythère. La pèlerine altérée. Les amusements de Cythère. Bon voyage. L'île de Cythère. Des groupes de pèlerins sont prêts à embarquer dans une sorte de gondole conduite par des amours. La tenue des pèlerins, la situation de l'arbre, de la barque, des montagnes annoncent le pèlerinage. Il a été proposé de voir dans ce tableau l'illustration d'une comédie de Dancourt, Les Trois Cousines. Dans le divertissement final, les garçons et les filles vêtus en pèlerins chantent « Venez dans l'île de Cythère en pèlerinage avec nous, jeune fille n'en revient guère, ou sans amant, ou sans époux. » Bien d'autres spectacles auraient pu inspirer Watteau. L'année même du pèlerinage, François Couperin compose le Carillon de Cythère. Le voyage vers Cythère avait aussi engendré de nombreux romans. Dans un des grands livres de l'époque, Les aventures de Télémaque, le jeune Télémaque, fils d'Ulysse, fait une excursion à Cythère. Avant Watteau, toutes ces aventures avaient aussi été illustrées par Bernard Picard dans diverses scènes galantes. Il traite à plusieurs reprises du thème, sans doute une des sources de Watteau.
Depuis le Moyen Âge, le parcours initiatique des amoureux est souvent mis en scène dans des jardins ou des paysages symboliques. Les Italiens recréent l'Arcadie à partir des auteurs antiques et de leur poésie hermétique. Rubens entraîne ses amoureux somptueux dans un jardin d'amour bordé de fontaines baroques. C'est à ce tableau que Watteau emprunte l'idée de l'amour poussant une dame. D'abord dans l'île de Cythère, puis dans le Pèlerinage, où il l'efface ensuite. Watteau dispose ses personnages dans des décors inspirés de jardins réels, ceux du Palais du Luxembourg, les bosquets de Versailles. Et aussi le parc de son ami, le financier Pierre Crozat, à Montmorency, qui réunissait une société élégante, adepte d'un nouvel art de vivre. La perspective. Assemblée dans un parc. Réunion en plein air. Les plaisirs du bal. Plusieurs tableaux de Watteau n'ont pas la même légèreté. Voyeurs complices, nous dévoilons la nymphe endormie, mais nous en voyons bien plus que le satyre. Nous assistons au jugement de Paris par derrière. Dans la toilette, nous sommes pris à témoin par la jeune femme qui se dévait. Autre regard croisé, celui de la servante, celui du petit chien, celui de l'amour sculpté. Scène placée encore sur le signe de la coquille de Vénus. Une autre toilette, le grand coquillage symbolique est cette fois devenu cuvette des intimes ablutions. Et le genre galant, délicat, allusif n'est jamais très loin du genre lascif. Les jeux de Cythère, ce sont d'abord les jeux ou les agaceries des amoureux. Très vite, cela signifiera l'amour physique. Enfin, on confond Cythère et le parc de Saint-Cloud, lieu fameux de rendez-vous très peu chaste. On dit aller à Saint-Cloud, pèleriner à Saint-Cloud. Allusion parodique dans son île de Cythère, Watteau aurait en fait peint les balustrades de la cascade de Saint-Cloud. Dans cette ambiguïté, dans cette balance entre amour courtois et fête sensuelle, il y a peut-être aussi l'esprit d'un moment historique. À la mort de Louis XIV, l'ordre moral très sévère, instauré depuis de nombreuses années, se relâche aussitôt. Le régent, Philippe d'Orléans, aime le théâtre et les divertissements. Un de ses premiers gestes est de rappeler les comédiens italiens en France. De véritables petits cercles libertins qui annoncent les encyclopédistes prônent un âge d'or moderne et la jouissance de l'instant. Dans un tableau d'époque, le régent est figuré en Bacchus. Seul tableau de Watteau exposé en public en France jusqu'en 1869, le pèlerinage devient lui-même objet de pèlerinage romantique. Tous y lisent le départ annoncé par le titre, et aussi la langueur du crépuscule, la mélancolie du départ, l'imminence de la mort. Gérard de Nerval, au cours de son voyage en Orient, fait son pèlerinage à Cythère, mais n'y retrouve rien du décor du peintre. Il n'y découvre qu'un gibet et un pendu. Image que reprend Baudelaire dans un poème des Fleurs du Mal. Au début du XXe siècle, autre éclairage, mais aucun doute sur l'idée d'un départ pour Cythère. Rodin voit dans le pèlerinage une narration de type médiéval, une succession de scènes allant de droite à gauche et exprimant les stades de la passion amoureuse. Charles de Tolnay retrouve dans le pèlerinage les trois stades des anciens: persuasion, consentement, harmonie.
En 1961, Michael Levy propose d'examiner le tableau avec un œil neuf. C'est le soir, le lieu est bien dédié à Vénus, le liseron enserre la pierre, les roses sont épanouies ou déjà cueillies. Un rite a donc été accompli, et nous sommes sur le chemin du retour de Cythère. La tristesse décelée au XIXe siècle s'expliquerait par ce thème implicite. La version de Berlin confirmerait cette hypothèse. Les amants sont liés par des guirlandes de roses. Claude Ferraton, à l'inverse, pense que dans le pèlerinage, nous partons pour Cythère, alors que dans l'embarquement, nous y sommes. Watteau aurait essuyé un demi-échec lors de sa réception à l'Académie. Son titre a été refusé. Il refait donc son tableau, le rend plus conforme aux idées des académiciens, donnant de l'importance à Vénus et montrant que le fait est accompli. Le tableau de Paris représenterait l'amour au futur, celui de Berlin, l'amour consommé. Les mystères du pèlerinage irritent les curieux. Certains ont cru trouver cachés dans les feuillages oiseaux, visages humains, ours, personnages faisant un signe. D'autres ont cru déceler la signature du peintre dans un gribouillis de l'herbe, ou même le W initial de son nom, dans la forme de la guirlande humaine. Le tableau fera rêver encore. Il appartient à la famille de ces grandes œuvres mythiques qui n'ont peut-être pas un sens précis, mais des potentialités infinies de lecture. On pourrait imaginer qu'il s'agit d'une méditation sur le départ. Tout départ vers une fête joyeuse implique un retour mélancolique. Il y a toujours un bateau qui vous attend, celui de l'amour, celui de Caron, le nocher des enfers qui faisait franchir le Styx aux morts. Tout départ porte en lui l'ombre du grand départ. On pourrait croire qu'il s'agit d'un rêve. Dans un décor composite, des personnages semblables, mais aux travestis multiples, se meuvent vers un but obscur. Monde enchanté, tantôt rassurant, tantôt inquiétant. Les arbres gracieux, les prairies, les fleurs, les villages, la statue vivante de Vénus, mais aussi les montagnes inaccessibles, les sous-bois sombres et profonds, le ravin qui nous sépare de la Seine, la souche qui, tel un dragon, pourrait dévorer la barque, et ces nautonniers qui pourraient vous emporter aussi bien vers l'enfer que vers le paradis. On pourrait conclure qu'à partir de mythes anciens sur l'amour, Watteau a recomposé une sorte de mythe personnel, une Arcadie rococo, où la sauvagerie naturelle et la culture galante se réconcilient. Fable sur le temps suspendu, image d'un instant où tous sont heureux et croient qu'ils le resteront toujours. Image d'un instant où tous sont jeunes et croient qu'ils le resteront toujours. On pourrait dire enfin qu'il s'agit aussi d'une réflexion sur la peinture, et finir sur le personnage le plus humble, le petit chien. Il est présent souvent chez Watteau. Qui est-il? D'où vient-il? Peut-être est-ce le chien du peintre, mais c'est aussi un épagnol nain qui s'est appelé d'abord le Vecelli parce qu'il était le modèle préféré de Titien. Puis, évoluant par croisements successifs, le véronésien, parce qu'il fut souvent peint par Véronèse. Seul personnage qui est un nom de peintre. Il trottine en toute confiance dans la farandole humaine. Peut-être figure-t-il au centre de l'image pour dire que tout tableau raconte aussi l'histoire de la peinture et la transmission de génération en génération de ses secrets à la fois futiles et sublimes.